Merci beaucoup. Je vais commencer par trois remerciements. Je vais remercier d'abord Christophe Lanné, l'IFFP, pour m'avoir invité, et m'avoir aussi amené à réfléchir sur ces questions qui sont très importantes. J'aimerais remercier le Fonds national de la recherche scientifique qui a permis de réaliser une partie des travaux que je vais présenter aujourd'hui et que je vais soumettre à votre sagacité. Et puis j'aimerais remercier mes étudiants du cours Psychologie sociale des apprentissages. Alors, je connais bien l'évaluation, en revanche le numérique je connais de façon généraliste. Et donc j'ai soumis les questions dont on parle aujourd'hui à ma classe du cours Psychologie sociale des apprentissages, c'est un cours de master. Et mes étudiants m'ont beaucoup aidé à réfléchir à ces questions et à sélectionner un certain nombre de points qui me paraissent pertinents et dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Alors, le problème de départ est le suivant. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un expert du numérique. Je ne vais pas me lancer dans une conférence technophile ou technophobe. Je vais tout simplement me poser la question de savoir dans quelle mesure l'évaluation automatisée, l'évaluation robotisée peut aider à approcher deux problèmes qui sont très bien connus dans la littérature et dans la recherche sur l'évaluation. Le premier, c'est le biais de l'évaluateur, et le deuxième, c'est l'effet de l'appréhension de l'évaluation. Alors, quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je voulais parler des deux. Je me suis aperçu que c'était peut-être un peu trop long, et donc je vais juste dire deux mots sur le deuxième point. Je vais me concentrer surtout sur le premier. Donc la question de départ, c'est est-ce que l'évaluation robotisée peut aider à dépasser le biais de l'évaluateur? Alors c'est quoi le biais de l'évaluateur? C'est pas devant vous que je dois m'éterniser sur l'effet Pygmalion. C'est un effet bien connu, je vais passer très rapidement, mais c'est des points sur lesquels j'aimerais qu'on réfléchisse parce que j'en aurai besoin tout à l'heure quand je vais vous faire une proposition. Donc l'effet Pygmalion a été étudié ou a été nommé pour la première fois par Rosenthal et Jacobson, qui avaient fait une étude dans une école primaire dans laquelle ils faisaient passer un test supposé dépister les élèves qui, l'année d'après, allaient faire un démarrage en force et qui allaient montrer des capacités qui, actuellement, n'étaient pas visibles. Et bien entendu, le test n'existait pas, c'était juste un prétexte. Et il prenait des cas dits intéressants. Cet élève-là va avoir des résultats spectaculaires. On prenait 20% des élèves et puis les distribuait de façon tout à fait aléatoire par la classe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donnait les résultats aux professeurs. Donc il créait des attentes. Et c'est la question des attentes qui m'intéresse ici. Et donc, ils font de nouveau ensuite des tests de performance scolaire, 4 mois plus tard, à la rentrée, en fin d'année d'après. Et ce qu'ils trouvent, c'est que les élèves qui ont été artificiellement désignés comme devant donner des meilleurs résultats progressent plus rapidement que les autres enfants. Ces enfants n'avaient strictement rien de différent des autres. Ils étaient distribués de façon tout à fait aléatoire. Bien. Alors, ça c'était dans les années 60. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis. Je vous montre cette méta-analyse. Alors, on ne peut pas lire, mais je vais vous expliquer pourquoi elle m'intéresse. C'est une méta-analyse de Malouf et Torstensson sur les biais dans l'attribution des notes. Et ils ont regardé toute une série de biais
Il y en a un qui est bien connu, celui de l'appartenance ethnique ou raciale. Ça, c'est un terme qu'utilisent les Américains, mais on ne l'utilise pas en Europe. Mais enfin, c'est pour indiquer l'origine ethnique des élèves. Donc, c'est une méta-analyse qui a été faite sur une vingtaine d'études. Et donc, il y a cette étude qui montre qu'il y a un effet. Il y a un effet de lacunes éducatives. Donc, par exemple, le fait qu'on vienne avec le fait d'avoir redoublé, par exemple. Il y a une petite tendance à un biais de genre. Il y a un biais par rapport à ceux qui ont une réputation de mauvais élèves. Et il y a aussi des biais sur l'attirance physique. Hein. Et donc, tout ça pour dire que c'est un phénomène extrêmement bien documenté, qui ne se produit pas seulement dans un pays, qui ne se produit pas seulement sur une caractéristique. Hein. Lorsqu'on évalue des produits, en tant qu'enseignant, nous avons des biais. On est mu par certains stéréotypes, par certaines attentes. Je vais vous montrer une étude vraiment spectaculaire, parce que c'était une des premières dans laquelle ils avaient vraiment bien contrôlé toutes les autres variables. Ils donnaient des dissertations à des enseignants, et c'était des dissertations standardisées. Hein, donc il y avait très peu de variations, et il s'était arrangé pour qu'il n'y ait pas de différence en termes de genre, en termes d'expérience, en termes d'âge, en termes de diplôme des enseignants. Ils avaient vraiment bien égalisé les échantillons, et pourtant ils voient apparaître un effet qui était l'effet qu'ils étudiaient. Ces dissertations étaient les mêmes, mais à la moitié, on mettait comme nom de l'élève, auteur de la dissertation, un nom allemand, c'était fait en Allemagne, et puis à l'autre moitié, on donnait un nom turc, donc un nom de la principale communauté d'immigration en Allemagne. Bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître une différence dans les notes attribuées à ces dissertations qui sont parfaitement identiques. Bien, c'est un effet sur lequel nous avons travaillé nous-mêmes avec Frédéric Autain et Anatolia Batruch. On avait fait une étude qui reprend un peu l'étude de Spritzma, dans laquelle on donnait à des évaluateurs pas une dissertation, parce qu'une dissertation, on trouvait que ça laisse place à de l'interprétation. On leur a donné une dictée à corriger. C'était toujours la même dictée, c'est nous qui l'avons faite. C'est nous qui avons introduit les erreurs. Et dans cette dictée, de nouveau, on a essayé d'éviter autant que possible tous les aspects contrôlables de l'activité d'évaluation. On ne leur a pas demandé de donner, on n'a pas mesuré les notes qu'ils donnaient, on mesurait quelque chose de très factuel, c'est le nombre d'erreurs qu'ils trouvaient dans la dissertation. Et ce qui nous intéressait, c'était le profil de l'auteur de cette dissertation. On leur disait que voilà, comme c'était des élèves qui ne connaissent pas, on leur donnait une petite fiche d'élève pour qu'ils se fassent une idée. Et évidemment, sur la fiche d'élève, il y a quoi ? Il y a la profession des parents. Et à la moitié des participants, la profession des parents indiquait que c'était un élève de classe sociale défavorisée. Et puis, à l'autre moitié des participants, c'était un élève de classe sociale
favorisés. Bien. Et donc on est allé regarder ce qu'il donnait, ce qu'il trouvait comme nombre d'erreurs. Si vous regardez ce graphique, ce qu'on voit apparaître, c'est que nos évaluateurs trouvent plus d'erreurs dans la dictée de l'enfant de classe sociale défavorisée que dans la dictée de l'enfant de classe sociale favorisée. C'était la même dictée, tout était égal, la seule chose qui changeait, c'était à qui on avait attribué cette dictée. Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve cet effet quand on demande aux évaluateurs de donner plus tard une note. On ne le trouve plus lorsqu'on leur demande de faire une évaluation formative basée sur un feedback sous forme de commentaires. D'accord ? C'est un résultat important, je ne le commente pas maintenant parce que je vais le commenter tout à l'heure. Mais alors, le take-home message de cette partie, c'est que en tant qu'évaluateur, en tant qu'enseignant, mais la plupart du temps évaluateur, nous avons des biais. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une évaluation robotisée peut aider à éviter ces biais? Alors, bon, ça c'est un robot, c'est un lecteur optique. Il existe depuis longtemps. C'est depuis longtemps qu'on peut demander bon, ça c'est pour les étudiants universitaires, hein, de remplir une fiche, on la rentre dans le scanner, et le scanner, il ne sait pas si l'élève ou l'étudiant, il est blanc, il est noir, si c'est un homme, si c'est une femme, s'il vient d'une classe sociale favorisée, défavorisée, s'il est beau, s'il est moche, il ne sait pas tout ça. Hein? Et donc, on pourrait se dire, finalement, ça permet une plus grande égalité de traitement. Ça, c'est une des valeurs importantes à l'école, hein, l'égalité de traitement. Ça permet une plus grande égalité de traitement. On peut faire une autocritique, on peut se dire, voilà, on n'arrive pas à se retenir d'avoir des attentes par rapport à des élèves particuliers, par rapport à des groupes sociaux particuliers. Et donc, comme on le sait, eh bien, on fait un pas en arrière et on laisse le robot s'en occuper. Dans la phase d'évaluation, bien entendu, je ne rentre pas dans le détail d'autres aspects de l'enseignement qu'on a discuté ce matin. D'ailleurs, c'est une idée assez ancienne, hein, parce qu'avant le lecteur optique, il y avait des systèmes éducatifs, comme par exemple le système des tests de Cambridge. Bien, il y a des gens qui font les enseignants, et des gens qui font les évaluateurs, ce n'est pas le même métier, c'est pas la même personne. Hein. La personne qui corrige les tests n'a jamais vu les élèves qui, par contre, ont passé leur temps avec leurs enseignants, qui, eux, par contre, ne corrigent pas les résultats. Tout ça pour dire que ça pourrait être une bonne idée, mais la thèse que j'aimerais développer aujourd'hui, c'est que ces biais, les biais que j'ai documentés dans la première partie de mon exposé, ne sont pas uniquement le fait des caractéristiques des enseignants. Parce qu'il faudrait faire une hypothèse assez hardie. Il faudrait dire, bon, les enseignants, on va les chercher parmi les plus teigneux, les plus ignorants, les plus racistes, les plus xénophobes, les plus sexistes. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître ces biais dans l'évaluation. Bon. Il y a une autre possibilité. C'est que les enseignants sont des agents d'un système. Et ce système a des valeurs, des normes qui sont claires, qui sont communiquées. Et ce dont j'aimerais parler maintenant, dans la deuxième partie de mon exposé, c'est du rôle des facteurs structurels
les facteurs dans lesquels sont insérés les évaluateurs au moment où ils et elles évaluent, et en particulier la sélection. Parce que nous le savons bien, l'école, l'université, la HEP, enfin tous les systèmes éducatifs ont une double fonction. Ils ont une fonction d'éducation et ils ont une fonction de sélection. Et cette fonction de sélection peut être plus ou moins saillante dans un système donné, et donc elle peut avoir plus ou moins d'influence sur le rôle que s'attribuent les enseignants. J'aimerais reprendre la même étude de tout à l'heure. L'étude avec Frédéric Autain et Anatolia Batruch sur la correction de la dictée. Je vous ai dit tout à l'heure, je reviens juste derrière, hop. Je vous ai dit tout à l'heure que l'effet de traitement différentiel apparaît lorsqu'on doit utiliser des notes, donc une évaluation normative, une évaluation qu'on utilise, enfin les notes n'ont pas besoin d'être une évaluation normative, mais il se trouve qu'elles sont utilisées la plupart du temps comme évaluation normative. Et donc, lorsqu'on doit effectuer une évaluation normative, eh bien, on trouve ce traitement différentiel qui disparaît à partir du moment où on doit faire une évaluation formative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enseignants, tout d'un coup, ils sont devenus moins biaisés, ils sont devenus moins racistes, moins classistes dans le cas spécifique. Hein? C'est une étude expérimentale. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est peut-être, il y a quelque chose dans les formes que prend l'évaluation qui véhicule des fonctions différentes en tant qu'évaluateur. Les notes, évaluation normative, sont souvent utilisées pour prendre des décisions de sélection. On passe pas, on redouble pas, on est dans une filière plutôt que dans une autre filière. Hein, décision d'enclassement en filière est faite sur la base des notes. Bien. Donc, les notes renvoient à l'idée que ce qu'on est en train de faire, c'est de la sélection. L'évaluation formative renvoie au contraire à une autre fonction, qui est la fonction d'éducation. Pourquoi on fait de l'évaluation formative? C'est pour donner un feedback, pour corriger des erreurs, pour donner des suppléments, des compléments, pour amener les apprenants à s'améliorer sur la base de ce qu'on constate dans leur production. Et donc, dans une autre étude du même programme de recherche, nous avons reproposé le même exercice à des évaluateurs. On a demandé d'évaluer une dictée. De nouveau, on a mesuré le nombre d'erreurs, mais cette fois-ci, on avait des gens qui devaient donner des notes et des gens qui devaient faire de l'évaluation formative. Mais à la moitié de ces participants, on leur disait, voilà, cette évaluation sert à décider si on va être promu ou pas. Donc là, on met en évidence le rôle sélectif de l'évaluation, promu ou pas promu. Ou alors, on présente l'évaluation comme un instrument d'apprentissage. D'accord? C'est ces deux conditions-là. Et là-dedans, il y a des gens qui donnent des notes ou des commentaires, et là-dedans aussi. D'accord? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment, à partir du moment où on explicite quelle est la fonction de l'école sur laquelle on va se focaliser, sélection versus formation, c'est ça qui prime dans l'apparition des effets que je vous ai montré tout à l'heure. Ce n'est plus l'instrument évaluatif spécifique qu'on utilise, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent les évaluateurs. Si on est dans un mindset de sélection, on retrouve la différence que je vous ai montrée tout à l'heure, on trouve plus d'erreurs
à l'élève de classe sociale défavorisée qu'à l'élève de classe sociale favorisée. Et cet effet disparaît à partir du moment où l'école, c'est un lieu où on fait de l'éducation et de la formation. D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'agents du système. C'est parce que on trouve dans cette condition, finalement, une activité de... Les sociologues appelleraient ça de reproduction sociale. On reproduit de façon artificielle. On reproduit de façon artificielle des différences qui existent. Ces inégalités de réussite sont bien documentées en fonction de la classe sociale. Elles sont reproduites ici de façon artificielle lorsque on est un agent du système qui doit sélectionner. Lorsqu'on est un agent du système qui doit enseigner, voilà, on ne fait plus de différence. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, je vous avais dit que je voulais vous parler brièvement aussi de la question de l'anxiété de l'évaluation. C'est un... Je vais juste faire une brève parenthèse là-dessus, mais il y aurait beaucoup à dire. La vignette de tout à l'heure qui m'a vraiment beaucoup plu, les élèves sont très sensibles au regard de l'enseignant. Et le regard de l'enseignant peut être encourageant, peut être aussi générateur d'anxiété. Et alors on peut se dire, ben voilà, alors s'il n'y a plus ce regard, cette anxiété pourrait être réduite. Peut-être. Mais de nouveau, le problème n'est peut-être pas le regard de l'enseignant. Ici, c'est une étude dans laquelle, c'est une étude faite avec des étudiants universitaires. Donc c'est pas des petits. C'est pas des petits tout fragiles, tout impressionnables. C'est des étudiants universitaires. On leur fait un cours de psychologie sociale et ensuite on leur dit qu'il y aura un test, on fait le test. Donc on va regarder les résultats de ces étudiants. À la moitié des étudiants, c'était un système avec des séminaires, donc on pouvait les distribuer de façon aléatoire dans des conditions expérimentales. À la moitié des étudiants, on disait, voilà, la note, c'est un moyen de sélection. C'est pour comprendre ceux qui réussissent, ceux qui vont aller de l'avant, ceux qui ne vont pas sortir du système. Et à l'autre moitié, on dit que la note, c'est un système qui va permettre de donner un feedback personnalisé en fonction des besoins spécifiques des étudiants. Bien. On avait en blanc des étudiants de classe sociale défavorisée et en gris foncé des étudiants de classe sociale favorisée. Ça, c'est les résultats des étudiants. D'accord ? Ce qu'on observe ici, c'est ce que certains auteurs ont appelé le achievement gap. C'est le décalage de réussite entre les les étudiants de classe sociale favorisée et défavorisée. J'ai mis la barre rouge, c'est la barre qui différencie la réussite de l'échec. Donc, les pauvres sont en échec, les riches y réussissent. Bien. On enlève cet aspect sélectif de l'évaluation et tout d'un coup, on ne trouve plus le gap de tout à l'heure. Les deux groupes sociaux réussissent au même niveau. Et bien entendu, réussissent au même niveau en dessus de la ligne de réussite. Bien. De nouveau, qu'est-ce qu'on a fait ? On a éliminé la classe sociale des étudiants. Non, on ne l'a pas fait. Ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a enlevé la menace qui est introduite par un système sélectif qui produit ce décalage, qui produit la ségrégation scolaire, qui produit la ségrégation universitaire, même chez les étudiants qui ont réussi à passer tous les
tous les échelons. D'accord? Et alors, on voit que là, de nouveau, le problème n'est pas vraiment l'instrument qu'on utilise pour faire de l'évaluation, mais c'est l'idéologie, c'est les valeurs, c'est les normes qui président à cette évaluation. Je vais vous donner un dernier exemple sur lequel je vais et c'est l'exemple du numerus clausus. Numerus clausus, c'est le prototype de l'environnement sélectif. C'est quoi le numerus clausus? C'est qu'il y a un nombre fixe, ou une proportion fixe de places auxquelles on peut accéder à la suite d'une évaluation compétitive, comparative et compétitive. Bien. Alors, c'est une étude que j'aime beaucoup parce qu'on l'a faite à l'Université de Lausanne. Et c'est une étude qu'on avait faite d'abord en comparant les étudiants de première année en chimie et en sciences criminelles. Pourquoi chimie et sciences criminelles? Parce qu'ils ont à peu près le même cursus, sauf qu'en chimie, il n'y a pas de numerus clausus, et en sciences criminelles, il y en a. D'accord? Et ce qu'on a essayé de prédire, c'est le désir d'apprendre, les buts de maîtrise, ce qu'on appelle les buts de maîtrise, l'objectif d'apprentissage. Parce que finalement, à l'université, comme à l'école, c'est ça qu'on aimerait promouvoir, hein, c'est l'envie d'apprendre. Bien. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que dans le cursus avec numerus clausus, le désir d'apprendre est plus bas que dans le cursus sans numerus clausus. Et ceci s'explique par une réduction dans l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est le sentiment capable de réussir une tâche. Et évidemment, dans un concours, eh bien, l'auto-efficacité est faible parce que je peux étudier autant que je veux. Si les autres réussissent mieux que moi, même si je suis très 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 bon, eh bien c'est eux qui vont passer et pas moi. D'accord? Bien. Ensuite, comme chimie et sciences criminelles, c'est quand même deux facultés différentes, on a utilisé les étudiants de médecine parce qu'en médecine, comme c'est très vague chez nous, s'il y a un numerus clausus ou pas, eh bien, il y en a à peu près la moitié qui pense qu'il y a un numerus clausus, l'autre moitié qui ne pense pas. Donc on a deux conditions expérimentales à l'intérieur de la même faculté. Et donc on les a comparées et on a vu exactement le même résultat, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il y a un numerus clausus ont un désir d'apprendre qui est plus bas que ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. De nouveau, avec une médiation par l'auto-efficacité. Et puis finalement, on a fait une expérimentation en laboratoire dans laquelle nous avons reproduit de façon expérimentale une évaluation de type critérié. Voilà, si vous avez 85% de bons, ben, vous êtes suffisant, sinon vous êtes insuffisant. Hein, ou une évaluation de type normatif. Si vous êtes dans les 15% supérieurs, vous serez sélectionné pour la suite, et puis sinon, vous ne serez pas sélectionné. D'accord? Le niveau de réussite en termes quantitatifs est le même, mais l'interprétation qu'on donne à cette réussite est totalement différente. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est exactement la même chose, sauf que ici, comme c'était en laboratoire, on pouvait mesurer l'apprentissage réel. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que l'apprentissage réel est plus bas dans la condition numerus clausus expérimentale que dans la condition sans numerus clausus. Toujours parce qu'on réduit le sentiment d'auto-efficacité. Bien. Donc, quelques conclusions. Vous voyez que ce que je viens de présenter a un lien très très fort avec la citation de Lessig de tout à l'heure, que je ne connaissais pas, mais que j'ai beaucoup apprécié,
Sauf que ça va dans l'autre sens. Ça va dans le sens pour dire que le code ne décide rien du tout. C'est ceux qui font le code qui décident. Parce que ceux qui font le code décident à quoi doit servir le code. Alors après, il peut y avoir des dérives. Hein. Mais les valeurs et les normes sur lesquelles on fonde l'évaluation, soit à l'école, soit dans les systèmes de formation professionnelle, à l'université, dans la formation d'adultes, dans la formation continue, eh bien, c'est ces normes-là qui vont ensuite mettre l'évaluateur, que ce soit un être humain ou une machine, dans un rôle bien spécifique. Et donc, commençons d'abord à nous poser la question de savoir ce que peut faire un robot en tant qu'évaluateur. Le robot en tant qu'évaluateur, je pense qu'il y a, on pourrait mettre là-dessous toutes les propositions qui ont été faites dans la matrice qui est en train d'être remplie. Bien sûr, tout d'abord, la question de l'anonymat. À partir du moment où l'élève n'est plus identifiable, tous les biais liés aux attentes que j'ai montrées tout à l'heure, eh bien, n'ont plus d'emprise sur le résultat de l'évaluation. Parce que, tout simplement, on ne saura pas qui est l'élève. Il y a la question aussi, pour ce qui est de l'appréhension de l'évaluation, eh bien, il y a moins de craintes relationnelles. Hein, on connaît très bien l'effet qui fait qu'on réussit mieux avec les enseignants qu'on aime bien qu'avec les enseignants qu'on craint. Eh bien, on pourrait éliminer ce problème-là. Il n'y a pas de fatigue. La machine ne se fatigue pas. De temps en temps, elle part en tilt, mais elle ne se fatigue pas. Donc, il n'y a pas des effets d'ordre. Hein. Combien d'entre nous ont dû revenir le lendemain sur les copies corrigées le soir d'avant parce qu'on s'est aperçu que voilà, on n'était pas vraiment concentré et bien disposé envers les étudiants ou les élèves qu'on a corrigés le soir d'avant. Donc, il y a aussi un autre effet qui est vraiment important, c'est qu'on peut utiliser les systèmes automatisés d'évaluation pour donner un feedback très fréquent qui peut être utilisé pour augmenter la rapidité d'ajustement. C'était un peu la question que je vous posais tout à l'heure concernant la capacité que développent les apprenants d'utiliser les essais-erreurs pour ajuster le plus rapidement possible les processus d'apprentissage, parce que souvent on a peur de l'erreur, on a très peur de l'erreur. J'ai une doctorante qui est en train de faire sa thèse là-dessus, sur l'appréhension de l'erreur. C'est quelque chose qui parfois bloque un peu le processus d'apprentissage. Donc tout ça, c'est des bénéfices que l'évaluation robotisée pourrait amener. Mais c'est des bénéfices que l'évaluation robotisée pourrait amener si on le voulait bien, c'est-à-dire si les décideurs le voulaient bien. Parce qu'il y a une autre manière de considérer le robot, c'est de faire le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure sur les évaluateurs humains. Le robot est un agent du système éducatif au même titre que d'autres évaluateurs. Et donc, si on le considère de cette manière, eh bien, il faut se poser la question des objectifs qui sont présents à l'esprit du commanditaire au moment où on commande un algorithme.
Un algorithme peut tenir compte de caractéristiques qui permettent de faire de la discrimination. Hein, par exemple, on peut pondérer les résultats par les résultats passés. Hein. Donc on peut reproduire ce biais dû à la réputation de bon élève ou de mauvais élève. Et surtout, et c'est le point le plus important, c'est que les résultats, on se posait la question tout à l'heure de comment on utilise les données. Ben, c'est ça la vraie question. C'est ces données qui seront plus fiables, moins sujettes au biais, moins sujettes à la fatigue. Qu'est-ce qu'on en fait après, hein? Si on les utilise tout simplement pour redessiner une courbe et utiliser cette courbe normale pour effectuer des opérations de sélection, eh bien les apprenants, ils sont pas naïfs, ils ne sont pas bêtes, ils vont se retrouver dans une situation de menace perçue qui est exactement la même que celle à laquelle ils sont habitués. Hein. Donc tout ça pour dire que la question de savoir ce que sait faire la machine est une question très importante, mais qui est subordonnée à une autre question, qui est la question de savoir ce qu'on fait avec les résultats que trouve la machine. Et donc, j'en arrive à ma conclusion, c'est que si on est dans un système qui est éminemment sélectif, où c'est la fonction de sélection de l'école, de l'université, des systèmes de formation qui prime, qui est la valeur fondatrice du système, eh bien, cette sélection va éliminer les bénéfices de l'anonymat et de la standardisation parce qu'on va se retrouver dans un système où ce qui est important, c'est la reproduction sociale. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de la discussion.